Donc oui, moi je voudrais articuler mon propos autour de deux axes. Le premier, c'est la question de la formation universitaire. Alors, tout au long de ces journées, ces 3 journées de colloque, il a, et notamment au cours des 2 premières, il a souvent été fait état de l'état de servitude volontaire dans lequel se trouve, la situation de servitude volontaire dans laquelle se trouvent les chercheurs du monde entier, devenus des rouages de la science mercantile, et plus préoccupés par le facteur d'impact de leurs publications et le fait d'en avoir une longue, une liste de publications, et que par les retombées sociales de leur activité. Alors évidemment, quand on dit les chercheurs, on englobe les enseignants-chercheurs, mais je voudrais parler plus spécifiquement de la responsabilité des enseignants-chercheurs et des instances universitaires dans le contenu de la formation des étudiants, donc à l'université. Même si ça a déjà été quelque peu abordé dans les colloques précédents, dans les journées précédentes, notamment par Thomas Lamarche et par Jean-Marc Lévy-Leblond. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si on veut changer la donne en termes de responsabilité au niveau du monde scientifico-universitaire, il faut faire en sorte que le système arrête de s'auto-entretenir. Ça veut dire qu'il faut empêcher au mieux que ça se pérennise, au pire que ça s'aggrave. Ça veut dire, en clair, arrêter de former des étudiants moulés à la louche, sans aucun esprit critique vis-à-vis des retombées de leur activité, et qui ont tendance à penser que tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité parce que c'est le produit d'une activité de recherche, qui ont une vision fantasmatique du progrès technique systématiquement considéré comme synonyme de progrès social, et qui sont persuadés que toutes les conséquences négatives des technologies d'aujourd'hui seront résolues par les technologies de demain. Or, pour répondre, pour des questions de palmarès aux classements internationaux des universités, eh bien, on voit fleurir de plus en plus dans les universités des formations professionnalisantes. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais c'est devenu quasiment la règle et ça se généralise. Et le contenu de ces formations professionnalisantes est effectivement dicté par l'entreprise pour assurer l'emploi des futurs diplômés. Or, l'employabilité ne fait pas partie des critères du classement de Shanghai, mais fait partie des critères du classement international appelé QS, des initiales de la Société britannique d'études spécialisées qui publie tous les ans son palmarès et qui vient de publier d'ailleurs son palmarès 2019, donc Quacquarelli Simons, qui est le nom de la Société britannique d'études spécialisée dans l'information pour les étudiants et pour les jeunes diplômés, et dont le classement est un classement sous l'angle de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les critères, c'est l'emploi, le taux d'emploi des diplômés, les carrières des anciens diplômés, les partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises, la réputation de ces établissements d'enseignement supérieur auprès des recruteurs, etc., etc. Et donc, on arrive à une situation où on fait une formation à l'université technico-technique hyper spécialisée, au service de l'entreprise, et donc on assiste à un détournement de la mission universitaire qui n'est pas tant de former à un métier, mais de préparer à une professionnalité permettant de prétendre à différentes activités professionnelles. La mission de l'université... Je vous l'avais dit que je n'avais pas besoin de micro. Je mets... Ça va ? Ok, bon. Oui, je suis désolé, mais je suis toujours passionné, je m'emballe un petit peu, et ça s'accompagne toujours d'une augmentation des décibels. Voilà. Alors, je disais donc que, effectivement, la mission de l'université, c'est quand même d'assurer une formation générale de qualité pour le plus grand nombre, en dispensant des savoirs et des savoir-faire qui, certes, vont être nécessaires à l'insertion professionnelle, mais également, et je dirais surtout, au développement d'esprit critique et de capacité d'analyse indispensable à la formation du citoyen responsable. Et donc, dont on a besoin à l'université, ce n'est pas d'IDEX et de l'ABEX, mais de Cortex. Et pour reprendre, parce que Jean-Marc Lévy-Leblond l'a parfaitement dit dans la seconde journée du colloque, en fait, les enseignants-chercheurs sont responsables de l'irresponsabilité des gens qui forment. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Et face à ce détournement de la recherche et de l'enseignement supérieur, le deuxième point sur lequel je souhaite intervenir, c'est la nécessaire transversalité dans la résistance et dans la proposition d'alternatives. Parce que quand on fait l'état des lieux de la recherche et de l'université au regard du problème de responsabilité,
Eh bien, ça a été dit plusieurs fois au cours de ces colloques, c'est très bien mentionné dans le manifeste de sciences citoyennes pour une recherche scientifique responsable, où si par exemple on regarde au regard des risques écologiques et des risques sanitaires, eh bien, irresponsabilité des États, irresponsabilité illimitée des États, irresponsabilité des entreprises, irresponsabilité des décideurs institutionnels et politiques, irresponsabilité des chercheurs. Et quand on regarde la cause de cet état de fait, ben c'est tout aussi clair. Ce sont les politiques néolibérales qui ont conduit à une marchandisation de la recherche et de l'enseignement supérieur, avec des projets à court terme motivés par des intérêts mercantiles, et le tout dans un contexte de compétition avec une aliénation professionnelle. Mais quand on a fait ce constat et qu'on a analysé ces causes, évidemment, ce n'est pas propre au milieu de la recherche. Ces constats, ces causes, c'est commun à plein de secteurs d'activité. Alors évidemment, ça peut se décliner de manière un petit peu différente et spécifique à chaque secteur, mais grosso modo, on va retrouver la même chose, la confiscation de l'outil de travail, la perte de la capacité à définir le sens de ses missions, la confiscation, enfin la destruction des services publics au profit d'intérêts privés, une sorte de domination managériale avec la mise en place d'une compétition malsaine, stérile, voire infantilisante, et une aliénation professionnelle. Donc tout y est. On va retrouver ça dans plein de secteurs professionnels. De plus, comme l'a très bien dit le sénateur Joël Labbé dans son propos introductif de la première journée du colloque, c'est que les problèmes de la recherche, l'activité de recherche, est imbriquement liée à d'autres secteurs, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'alimentation, le secteur de la santé, le secteur de la biodiversité, et je dirais l'écologie de manière générale, ou tout ce qui se rapproche de loin ou de près aux questions écologiques, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les transports, etc. Or, le problème, donc ça veut dire que si on veut changer ça, si on veut changer la donne, il faut changer le système. Il faut changer de logiciel. Il y a des gens qui diront qu'il faut changer de paradigme, c'est un mot à la mode. Le problème, c'est que à chaque fois qu'il y a un mouvement social, ça nous est présenté comme quelque chose de corporatiste, où chacun défend son petit précaré. On l'a vu récemment avec le problème des cheminots. On dit, ben voilà, les cheminots, encore une fois, veulent défendre leurs petits privilèges. Et puis, c'est quand on va se rendre compte qu'on n'a plus de ligne TER, et puis que local, et puis qu'il va falloir prendre sa bagnole tous les matins, aller dans 2 heures de bouchon, puis augmenter la concentration en particules fines, qu'on se dira, les cheminots avaient raison de se battre, et on a eu tort de ne pas les soutenir. Et c'est vrai, bien sûr, pour ça, mais c'est vrai d'un point de vue écologique de manière générale, puisque dans la question des cheminots, il y avait la question du ferroutage, et que si on veut qu'il y ait moins de camions sur la route, eh bien, il faut que ça se tienne. Et le combat, je veux dire, tout est transversal, et on doit avoir... merci de conclure. Oui, d'ici 5 minutes, j'ai fini. Donc, non, mais c'est extrêmement important d'avoir cette cohésion transversale, à la fois pour combattre ce système. Parce que ce manque de cohésion, on le voit bien dans le domaine de l'écologie, par exemple. Dans le domaine de l'écologie, c'est quand même extraordinaire. C'est que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on peut faire de l'écologie en s'intéressant qu'au trou du cul des oiseaux. Donc évidemment, si on n'a pas une cohérence et une vision globale, on n'y arrivera pas. Et on arrive à des systèmes d'incohérence, enfin totalement stupides. Je veux dire, on ne peut pas le lundi se satisfaire de l'accord de la COP 21 et puis le mardi se gargariser d'avoir vendu 32 Rafales en Arabie Saoudite parce que c'est bon pour la sacro-sainte croissance. Et on ne peut pas, de la même manière, se vanter de vouloir approvisionner toutes les cantines des lycées de la région parisienne en circuit court et en alimentation bio, et en même temps bétonner les plus belles terres agricoles d'Île-de-France sur le plateau de Saclay pour faire la Silicon Valley à la française. Et on ne peut pas être une région qui se prétend sans OGM et dans le même temps subventionner une entreprise ou une institution locale qui développe des technologies pour faire des OGM cachés. Et on ne peut pas, enfin, mais la liste pourrait être longue, on ne peut pas se féliciter de la mobilisation dimanche pour le climat et puis lundi aller gazer ceux qui vont se mobiliser contre la déforestation à cause d'un projet autoroutier. Voilà. Et ce manque de cohérence, c'est vrai pour les politiques qu'on veut mettre en place, c'est vrai pour les politiques que l'on veut dézinguer ou pour lesquelles on veut proposer une alternative. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est parfois rendu encore plus difficile par le fait qu'on est dans la politique de la division permanente, les fonctionnaires contre les salariés du privé, ceux qui se lèvent tôt contre ceux qui se couchent tard, ceux qui ont choisi le mamelon contre ceux qui ont choisi le biberon, etc., etc. On est dans la division permanente et en plus, on a souvent du mal, et ça, c'est dans les mouvements sociaux, on le voit très bien. J'ai terminé, mais c'est important.
Puis Corinne n'a pas pris son temps entier, donc j'ai 1 minute de plus. Mais non, je termine juste là-dessus. Mais ce qui est, vous voyez, je vais perdre le fil. Mais non, ce qui est extrêmement important, c'est que on voit bien dans les mouvements sociaux, par exemple, que les acteurs de ces mouvements, notamment les syndicats, ont parfois du mal à identifier le dénominateur commun de leur cause. Et ça, c'est être extrêmement gênant parce que ça empêche de fédérer. Hein, je vais prendre l'exemple, parce que j'y tiens vraiment, parce que c'est un très bel exemple, l'exemple de la Confédération paysanne et les Amis de la Conf. La Confédération paysanne, c'est un syndicat, en l'occurrence un syndicat agricole. Les Amis de la Conf, c'est une association en 1901. Il n'y a pas les Amis de la CFDT, les Amis de la CGT, les Amis du SNCS, les Amis du SNESUP. Le seul syndicat qui a ses amis, c'est la Conf. Pourquoi ? Parce que début des années 2000, la Confédération paysanne a eu cette grande pertinence d'identifier l'ennemi commun de tous les maux, de tous les secteurs, qui s'appelait l'OMC. Donc plein de gens se sont reconnus dans le combat de la Conf et ont voulu adhérer à la Conf, mais n'étant pas paysans, ils n'ont pas pu. Donc ils ont créé une association qui s'appelle les Amis de la Conf. Et ça a été le leitmotiv, l'OMC, du rassemblement du Larzac, qui certes, bon, les déceptions ont été à la hauteur de l'espoir qu'on avait mis à l'époque, mais il y a encore de l'espoir, et je vais citer juste un exemple là, d'un espoir auquel Sciences Citoyennes a beaucoup participé. Jusqu'à présent, chaque organisation, chaque association y allait de sa petite université d'été. Et puis cette année, il y a eu à Grenoble l'université d'été, je ne sais plus quand, solidaire et rebelle, des mouvements citoyens et sociaux. Hein, solidaire et rebelle, c'est ça, des mouvements citoyens et sociaux. Qui a réuni plein d'organisations, c'était à l'initiative de la DAC et du CRID, mais qui a réuni plein d'organisations, dont Sciences Citoyennes qui a pris toute sa part. Moi, je n'y étais pas personnellement, mais au regard des retours qu'on a eus, eh bien, ça a fédéré plein d'organisations et ça a mis en place des passerelles extrêmement pertinentes entre des gens qui militent dans des secteurs différents. Et je crois que c'est indispensable d'en arriver là si on veut, comme c'est très bien écrit dans le manifeste de Sciences Citoyennes pour une recherche scientifique responsable, si on veut arriver à ce que les scientifiques et leurs institutions soient des parties prenantes de la transition écologique et sociale vers des sociétés du bien-être et des sociétés solidaires. Je vous remercie.